Ah, maintenant, faites cheese tout ce que je passe. Attendez. Attendez. Quand vous passez en haut, vous faites cheese tous. Cheese. Faites cheese. Faites cheese. Faites cheese quand je passe devant vous. Faites cheese, passez-vous. Faites cheese. Faites Wistiti. Merci. Venez là, venez sur la photo là. Venez sur la photo là. Il a pris une fuite. Vive la mission de bonheur. Allez, bonjour. Voilà. Il y a Choucrou se met devant. Mais c'est ça. Viens Liliane sur la photo, allez. Oh. Oui. Il a installé hier. Il installe, il n'a même pas appelé. Jean-Jacques. Mais tout le temps. Et vous là? Attends, il y a deux. Attends, il y en a un qui arrive. Allez, venez. Et vous là-bas, venez là, monsieur. Ah, mais tu me dans la photo. Allez, venez là. Attends, il y en a encore. Venez là. Tu reprends le monsieur. Voilà. Les conférences aussi, le cercle régulier. Oui. Le cercle Bastia, dont fait partie, Villa Hervé, et je donne des conférences régulièrement sur la guerre de Vendée, la guerre 14-18, 1919, les conditions. Un érudit savoyard. Ça c'est un passionné. Cette jeunesse vendéenne Et vous voyez, entre vaches, on se comprend. Les vaches auvergnates et les vaches savoyardes. Ah, ben oui, elles sont très copines. Mais vous, à Nicère, vous avez des jolis villages. Tes ancêtres étaient tonniers Absolument. et j'allais chercher le thon. Et la sardine. Tu peux expliquer comment ça se passe sur les bateaux là? Comment ils travaillaient? Et comment ça se passait alors? C'est-à-dire qu'ils se mettaient dans le courant et ils attendaient que le thon morde. Voilà, non mais la pêche au thon se faisait à la ligne, à la main uniquement. Et il fallait être particulièrement vigoureux pour affronter la mer, le poids des thons et le travail qui suivait. Et là explique alors, ça c'est? Ça c'est des tonniers. Des tonniers avec, là c'est déjà perfectionné parce que les lignes sont sur des mâts, alors que dans un stade même encore récemment, c'était à la main uniquement. Et là c'est déjà du tonnier perfectionné, avec des lignes montées sur les mâts. Mais tout se fait à la main. Voilà, il y a des choses intéressantes sur la nourriture à bord du bateau. Ah, d'abord je prends le bateau. Voilà. Alors ça, c'était pour vivre à terre, ça? Ou c'était quand ils prenaient leur retraite? Ça, c'est à terre. Hein. C'est à terre. Ouais. C'est Noël. Ils mangeaient que des sardines alors? Ah non, pas beaucoup de sardines, même beaucoup de poissons et
Là, il y a le détail des menus. C'est où le menu, c'est ça? Par là, il faut pas dire tout ça, mais on a embarqué pas mal de choses quand même. Je vais... Ça alors, c'est quoi ça? C'est l'entrée du pont, ça. C'est quoi ça? Ça paraît l'entrée du port, oui. Du temps. L'arrivée, mais des sardiniers, ça plutôt. Hein, c'est des petits navires, des petits caboteurs. Ah Des cabotins. ouais. Ouais. Et je suis cabotin, je vais avoir des sardines. Continuez. Seulement sur une petite partie. Et ça permettait d'avoir des bateaux qui étaient très manœuvrables. En fait, ça a été inventé par un Groisillon, un homme de Groix, qui avait eu un problème, un naufrage avec un bateau comme celui du centre. Là. Il avait essayé d'inventer quelque chose de plus adapté. Et ça c'est les bateaux qu'il a inventés. Et c'est ça, ce sont les bateaux qu'il a inventés. Qu'est-ce qu'il y a de qu'on appelle particularité? Les dindés, ils sont très profonds. C'est les fils pour pêcher le temps, monsieur. Ils tirent les fils pour pêcher le Ils temps. sont très très profonds. Ils filent beaucoup sur l'eau. Ils sont presque pas très stables justement, mais quand ils vont en mer, par exemple, vous voyez, en juin, ils sont obligés de partir d'Étel pour aller au large des côtes espagnoles, pour aller chercher le thon, qui remonte avec l'eau qui se réchauffe. Donc au mois de juin, ils vont faire 8 jours de mer pour aller chercher. Ils sont très rapides alors. Ils sont très rapides. Ils sont très rapides et à ce moment-là, pour faire le voyage, ils mettent les tendons quasiment à l'horizontale. Un peu ça stabilise. Les lignes les stabilisent alors. Ils sont assez instables pour aller vite. Ils sont assez instables. Alors parce dites-moi qu'ils qui vont c'est vite. qui l'a inventé. C'est un monsieur, Pierre Baron. Pierre Baron, C'est qui était Pierre de Baron Groix, de Groix. C'est un patron de Groix. qui a inventé ce type de bateau, Qui a inventé ce type de bateau. Que l'on et appelle qui a le dindé. le dindé. Dindé. Alors la Et ça n'a qualité. rien à voir avec la ville de Dindé en Écosse, Oui, qui n'a jamais vu un seul. Alors, le écuyer. dindé. Le dindé, ça vient de dandy, le nom anglais, des Anglais très Oui, élégants. alors là, donc c'est le un bateau très dindé, élégant. c'est un bateau qui est conçu pour aller très vite, Oui. mais qui n'était pas beaucoup stable. Pas très stable. Et pour le rendre stable, il mettait les lignes à pêcher les thons en même temps. Voilà, il mettait les tangons à l'horizontale de façon à assurer le meilleur équilibre possible du bateau pendant qu'il était en pleine vitesse. D'ailleurs, maintenant, les bateaux les bateaux de la coupe Louis Vuitton sont très étroits pour aller vite et pas très stables. Non, c'est Alors la même qu'avant, les chose. bateaux étaient C'est la même chose. larges. À chaque fois qu'on sort le maximum de coques, ce sont des bateaux qui pèsent quand même 90 tonnes, qui font plus de 20 mètres de long, qui ont 350 mètres carrés de voile. Ouais. Donc ce sont des bateaux qui ont beaucoup de Puissance. possibilités de puissance. Et donc comme ils sont très peu dans l'eau, bien entendu ils peuvent échapper assez C'est-à-dire, facilement. ils sont très hauts sur l'eau. Ils sont assez hauts sur l'eau. Ouais, effectivement. Et ça alors, attendez. Là, par contre, de l'autre côté, ici, c'est le début d'Étel. Étel, à ses débuts, en fait, à partir du 19e siècle, du 18e siècle, a commencé à faire de la pêche à la sardine sur des petites barques, des chaloupes sardinières d'une dizaine de mètres de long, non pontées, avec juste un plancher, si vous voulez, et qui sont montées toujours par 6 personnes. Par contre, là, on part le matin, on va pêcher entre Belle-Île, Groix et Lorient, et on revient le soir. Et on travaille la sardine le plus rapidement possible à la réception. Qu'est-ce qu'on fait? On la sale? Et la salée? La sardine, non, à ce moment-là, on va la traiter en boîte de sardines, Ah, si déjà, vous voulez. ouais. Et là, c'était la fabrique des sardines. Là, c'est la fabrique des filets, c'est la fabrique des barques à partir de bois.
Là, ça c'est pour monter aussi des choses sur les bateaux. Et le port n'était pas plus grand que ça au début? Alors en fait, non, mais le port, il était sur l'emplacement du petit bassin d'eau de mer qu'on trouve ici à Etel. Et il y avait juste un quai et les barques reposaient sur la base à marée basse. Après, quand on a utilisé les dindés, il a fallu faire un quai perpendiculaire, c'est celui qu'on connaît un peu à l'heure actuelle, mais là en eau profonde, de façon à ce que les bateaux toujours être dans l'eau, toujours être dans l'eau. Et c'est ça le port d'origine d'Etel? Alors, ça, on a représenté ici 5 cadeaux, parce qu'en fait, la pêche à la sardine a été à l'origine à Saint-Cadeau parce qu'il y avait des propriétés du roi et de l'évêque. Et le roi et l'évêque à l'époque, donc Louis XIV et les évêques de l'époque, avaient abandonné le principe de la gabelle sur ce territoire-là. Donc ils disposaient de sel et donc ils pouvaient saler les sardines, puisque à l'époque on ne connaissait pas la stérilisation. Et donc on salait les sardines. Par un processus assez simple, on les salait un petit peu sur le bateau, on les ramenait, on les mettait dans de la saumure, ça évacuait l'eau, on récupérait l'eau et l'huile. L'huile servait à faire de l'huile à lampe à huile, l'eau on l'achetait. Après on prenait ces sardines, on les faisait bien égoutter, on les remettait ensuite dans des tonneaux percés au fond. On mettait une couronne de sardines, une couronne de sel, une couronne de sardines, une couronne de sel, la tête tournée vers l'axe intérieur, si vous voulez, et on mettait un panneau, un panneau mobile avec une pierre, et ça tassait, et on avait au bout de 15 jours, 3 semaines, on avait des couronnes de sardines salées, qui se conservait 7 à 8 mois, donc ça pouvait attendre la saison suivante, mais c'était très mauvais. Je me souviens l'avoir vu, ça doit Ah oui. Chez un poissonnier, avenue Charles, c'est un peu fait. Ah bon, C'est tôt notre sardine, avec les sardines bien arrangées. Bon, c'était assez infect. Il fallait tous les saler. La qualité organoleptique était pas bonne, quoi. C'était pour se nourrir. C'est pour ça. Moi, je peux pas le détail. Ça a remonté depuis pas mal d'années. J'ai fait les quand j'ai fait ça. Tu ne feras pas aller au musée de l'homme. Libron. Ah, le musée de Chirac, là. Oui, au quotidien, on le flatte pas comme ça. Tandis qu'on... Donc ce matin, nous allons d'abord, nous allons ce matin vous présenter une mini-exposition sur l'Amélie culturelle et je conclus par cette citation de Claude Sorel
que nous découvrons dans l'un de ces recueils de poésie grâce à la Grèce. Grâce à la Grèce. La Grèce aujourd'hui, c'est drôle, il y a 1 an et demi, lorsqu'il était encore en vie, et la dernière fois que je l'avais rencontré, on avait parlé de ces problèmes, comment dirais-je, qui doivent... Enfin, on avait le sentiment qu'il allait se passer quelque chose. Et il me disait toujours, Claude, c'était un de mes meilleurs amis, il me téléphonait et il m'encourageait, parce qu'il y a des moments où lorsque je suis seul, je ne sais plus quoi faire, parce que je me dis, pourquoi te battre? Laisse tout tomber, laisse-les se démerder, et toi tu vas vivre tranquillement avec ta retraite et tu vas faire le tour du monde. Or, je ne le fais pas parce que je sais qu'il faut sauver quelque chose, il faut sauver cette langue, il faut sauver les poètes. Mais les poètes, il va falloir qu'ils se décident à faire des choses sérieuses, à ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est très grave. Ce que je dis aujourd'hui, c'est très grave. J'espère que la plupart vont comprendre qu'il va falloir se battre, non pas pour nos chapelles, mais pour une seule chapelle, c'est-à-dire la poésie. Hein. Et Claude disait, quand l'Europe s'apprend que nos peuples s'unissent, il nous faut un esprit commun, plus que des lois, et cultiver l'effort au-dessus des services, travail, art et talent, seul garant de nos droits. Voilà, ce culte de l'œuvre, donc, nous allons l'apprécier ce matin en visitant le musée des Tonniers, et surtout, bonne visite. Je vais passer la parole, si vous voulez, monsieur le maire, monsieur le président, oui, comme vous voulez. Voilà. Eh bien, je ne connaissais pas Olivier il y a 2 mois. J'ai fait sa connaissance et j'ai trouvé un défenseur effectivement de la langue française. Olivier va vous donner des explications, mais une des grandes propriétés de la langue française, c'est de pouvoir dire les choses en quelques mots et aussi les dire avec plein de mots. Hein. Olivier fait beaucoup mieux que moi et il le développe exactement. Mais moi, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à Étel. Vous êtes bienvenus. Étel, c'est un petit port. Hein. Nous avons environ 2500 habitants. C'était aussi un port qui a eu son heure de gloire avec 230 tonniers, qui, Monsieur le Président, vous dira bien mieux que moi, puisque vous êtes là véritablement dans la mémoire et dans l'âme d'Étel. Eh bien, on vous a préparé un petit programme. Là, aujourd'hui, vous passez dès ce matin au musée des Tonniers. Et en soirée, vous viendrez nous rejoindre sur le Môle, où vous serez les visiteurs privilégiés. C'est-à-dire qu'il y a différentes activités avec l'inauguration photo, l'arrivée d'une course à la voile Lorient est-elle Lorient, et votre exposition sous la criée, rejoint par des artistes peintres de la région qui s'appelle l'Encre Bleue. Il y aura bien entendu un petit pot aussi, avant de continuer la soirée, je crois, à Sainte-Hélène pour le repas de gala. Une chose est certaine, la langue française est tellement compliquée, entre guillemets, c'est certainement pas le mot que vous auriez choisi les uns et les autres. C'est bien pour cela qu'elle a des difficultés à s'imposer partout. Toujours est-il qu'elle est pleine de nuances, et ce que l'on fait avec la langue française, on ne peut pas le faire avec toutes les langues. Elle restera une langue d'élite. Et pour cela, je crois que vous, les défenseurs, vous avez du travail, comme le disait Olivier tout à l'heure, mais on compte sur vous. Voilà, je vous remercie. Au nom de toute l'équipe du musée, on est très fiers et très heureux de vous accueillir pour ce jour. Oubliez que les poètes disparaissaient, la poésie non, ça reste dans les cœurs de chacun. Nous avons connu aussi des grands poètes locaux. On avait Pierre l'Official, un ancien marin, qui savait raconter la mer à sa façon. Plus proche de nous, nous avions un autre aussi, Jean-Pierre Calog de l'île de Groix, que lui, il racontait aussi la mer, racontait les tranchées. C'était quand même
quelqu'un d'exceptionnel qui a laissé un grand témoignage. Il écrivait en breton en plus, des poésies en breton. On peut le citer. Ouais. Et puis Botrel, bien sûr, Botrel qui a vraiment laissé une empreinte aussi locale. Ce musée des Tonniers, c'est l'histoire de tous ces marins, de tous ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour le développement, pour créer ce port d'Étel. Étel est né en 1850, une séparation d'une commune rurale, Erdeven. Mais l'activité avait commencé bien avant, sur un petit port que j'ai fait découvrir à quelques-uns de vos amis hier, avec Loulou, Saint-Cado. Saint-Cado, on appelle la perle de la rivière. Il faut absolument découvrir ce petit port. Dans l'activité a commencé par là-bas, on dirait dans les années 1600, 1500 et quelques, 1580 à peu près. Et c'est vraiment très très loin. C'était lié, on pêchait que la sardine ici à l'époque. Et très vite, dans les années 1890, 2000, on a commencé à pêcher le thon. Et Étel est venu le premier port tonnier. J'ai évoqué 240 tonniers à Étel. Vous avez quelques maquettes ici qui représentent cette activité. Mais Étel n'a pas connu que cette activité tonnière. Étel, l'apogée d'Étel va se situer après la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1950. Étel va devenir le premier port hauturier de France. Et je pense que c'est l'un des sujets qu'on va aborder l'année prochaine. C'est la grande époque d'Étel. Étel va créer une flottille de pêche ultramoderne. Les chalutiers, il y a plus de 80 chalutiers et la population va éclater, va exploser et ça va durer pratiquement 15 ans. Dans cette grande histoire, on va la relater l'année prochaine, ça va être l'événement. On parle des voiliers, c'est féerique, c'est magique, mais les chalutiers, c'était une autre époque et Étel va exploser littéralement. Malheureusement, un port plus proche, compétitivité, Boulogne, un port sur la Manche, il fait un port sur l'Atlantique, c'était l'Orient, et l'Orient va absorber la grande flottille d'Étel. Et l'Orient va devenir très puissant, c'était toujours l'entité, rivalité. Mais les marins d'Étel, aussi, ils ont connu des crises. Les limites anglaises ont restreint les zones de pêche. La flottille d'Étel n'a plus la capacité de pêcher le poisson, surtout dans le canal Saint-Georges, le canal des Étellois, qu'on appelait, proche de l'île de Man, l'île des Étellois. Qu'est-ce qu'il a fallu faire lorsque les limites anglaises se sont restreintes? Il a fallu chercher des nouvelles ouvertures, et l'ouverture s'est faite sur l'Afrique. Donc Étel aussi, une grande partie de la flottille d'Étel est partie sur l'Afrique. Vous voyez, Dakar, Abidjan, ce sont devenus des comptoirs étellois. Vous voyez, Étel, ce petit port, a rayonné sur la côte atlantique et sur la côte africaine. Donc c'est de l'histoire qui est racontée ici, et tous les ans, on apporte un thème différent. Cette année, c'était l'année phare, c'était l'histoire des phares de Birvido, dans la salle à côté que vous pouvez découvrir. Voilà ce que je pouvais raconter brièvement sur l'activité ételloise, sur ce musée qui on sent qu'il a une âme. Beaucoup d'artistes qui passent ici nous laissent un don, ils disent ce musée il a quelque chose de particulier, donc ils nous laissent des toiles, des petites étoiles. Je vous remercie, on peut vous remercier la toile qu'on peut la présenter, que vous nous avez offert, c'est magnifique, parce que celle-ci mérite d'être encadrée, elle fera partie. C'est de monsieur. C'est de monsieur, venez le présenter, c'est extraordinaire. Donc on peut que vous remercier pour ce Il faut peut-être préciser que le port alicain se trouve à Quiberon et à quelques kilomètres d'ici. Donc merci encore, et puis je vous souhaite une bonne visite. N'hésitez pas à poser des questions à mes collègues, ce sont des très grands orateurs, ils seront racontés aussi bien que moi. Il m'a resté que 2-3, c'était dernière, je crois, vous les gardez. Alors à sa place dans le musée, on vous remercie, on va l'encadrer. Merci encore. Alors un petit mot pour vous êtes le peintre. On va demander à vous êtes le peintre ou au docteur Kakacharian, qui est un président de l'Académie scientifique de Ararat. Le mont Ararat, vous connaissez, donc oui. Il a simplifié, il a mis entre parenthèses mont, et puis il a laissé Ararat. Mais c'est très haut. Hein. Mais hier déjà on a eu la chance de découvrir un partenariat avec ces... Gérard, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce qu'ils vont voir? Je peux effectivement vous dire quelques mots, je n'ai rien préparé, mais enfin, je pense pouvoir vous présenter en très peu de mots une longue histoire quand même, puisque l'Arménie est un petit pays qui a plus de 3000 ans d'histoire, d'une histoire qui a été tragique, mais qui a su conserver
ses caractéristiques culturelles, il a su conserver sa langue et son architecture, l'architecture qui est très particulière, qui est bien connue d'ailleurs, qui est probablement... Oui, j'allais dire, qui est probablement à l'origine de l'art roman, parce qu'ils ont été les premiers à découvrir l'arc roman. C'est antérieur à l'Europe, 150 ans. Et Annie, oui, M. Jarnian évoque Annie. Annie, c'était la ville aux 2000 églises. Alors maintenant, c'est pour l'essentiel un champ de ruines. Oui, bon, alors on vous explique, on a mis quelques planches, je ne peux pas vous expliquer en très peu de temps ce qu'il en est, mais enfin sachez que ce pays était le premier à adopter la religion chrétienne comme religion d'État en 301, ce qui est quand même, disons, on peut difficilement trouver plus ancien, puisque c'est le plus ancien. Et par ailleurs, étant donné qu'il s'est trouvé sur des zones de passage, il a été amené à créer son propre alphabet afin d'abord de prêcher dans les églises, puisque, comme je vous ai dit, la religion a été un ciment extrêmement important pour ce pays, a été un ciment essentiel pour ce pays. Et c'est probablement la langue plus la religion qui lui ont permis de traverser ces siècles. Et c'est un petit peu ce qu'on vous montre. Alors, on vous montre également, mais ça vous pourrez discuter avec nous, nous sommes tout à fait disposés à vous expliquer un peu plus en détail, puisque là, je ne vais pas faire un cours. Mais donc, il y a une tragédie qui a été absolument épouvantable, évidemment, c'est le génocide. Et le génocide s'inscrit dans cette histoire comme quelque chose de charnière. Je suis un rescapé, hein. J'avais 4-5 ans. J'étais sauvé par miracle. Voilà. Mon père l'a sauvé. Il était professeur de français et j'ai ce livre de 1913-12. Qui était le directeur de l'école. La langue française, c'était pour lui la Bible. Et ça a été ce que je n'ai pas dit, parce qu'effectivement, donc il y a eu les 3/4 de la population qui ont été anéantis d'une façon abominable dont seuls les hommes sont capables. Et par ailleurs, c'est également un pays qui a une vieille tradition francophone. Il faut vous souvenir que Napoléon a créé la première chaire d'arménien à l'école des langues orientales. Et Mamelouk, Rostam. Oui, Rostam, il y a son Mamelouk, il avait son etc. Il y a vraiment une vieille histoire entre la France et l'Arménie. En 801, il y a un moine qui s'était installé à Poitiers. À Poitiers en 801. Ah oui, en France. Oui, et il avait transcrit une histoire d'Arménie, qui est pas très connue d'ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire par là, c'est surtout donc ce lien organique. Et les Arméniens ont aussi apporté à la France, les rescapés du génocide aussi apporté à la France leur savoir-faire et apporté vraiment, comment dire, ils ont su contribuer à notre richesse culturelle sans perdre leur propre richesse, au contraire, en sachant faire une synthèse. Et puis d'autre part, et je voudrais quand même le rappeler ici, qui a connu ce qu'ont été les guerres, en 1914, alors même que beaucoup d'entre eux n'étaient pas français, ils se sont engagés en masse pour défendre notre patrie. En 1939-45, ça c'est plus près de nous, vous le savez sans doute, la fiche rouge a été largement racontée, nous avons quelques documents là-dessus, sans vouloir stigmatiser quiconque, mais il faut quand même bien savoir que les Arméniens ont toujours été du côté de la France, ils ont su donner leur sang, leur vie pour ce pays qu'ils ont profondément admiré, alors que citoyens d'un pays qui les a non seulement anéantis, mais expulsés, qui continue d'ailleurs à avoir une attitude pour le moins ambiguë
Je ne veux pas aller plus loin dans mes propos, mais on pourrait en parler, puisque l'un des grands défenseurs qui se présentait comme un Turc arménien d'Anatolie, Hrant Dink, a été assassiné il y a quelques années. C'était un homme de dialogue. Et voilà. L'intelligentsia à l'époque, le général Charel, Daniel Varjan, qui est en Belgique, qui m'a vraiment... Je crois que je vais en terminer par là. Merci. Merci, professeur. On commence par vous pour la... Qui êtes-vous, monsieur? Je peux dire un mot, s'il vous plaît? Je voulais simplement ajouter que le dernier roi d'Arménie était français. C'était un comte de Lusignan, près de Petit, qui a épousé une princesse arménienne. Voilà. Il est enterré au Père-Lachaise. Le dernier roi de France, d'Arménie, à Saint-Denis. Il est enterré à Saint-Denis. C'est le dernier roi d'Arménie. Léon V, qui est lié avec la famille. Non, mais bon, c'était pour parler des relations avec la France. Oui, Grégory, on va se voir, je crois, Grégory, ce soir. Tu peux amener pour faire la visite normale. Gérard, j'ajoute 2 mots peut-être. Nous sommes en Bretagne. Comme vous le savez, nous sommes en Bretagne et quelles sont les relations entre les Bretons et les Arméniens? D'abord, il faut dire que notre association s'appelle Ménez Arara, et comme vous savez, Ménez veut dire mont en breton, et Arara c'est le mont symbole de l'ancienne Arménie. Et c'est notre association, c'est une association. Notre association, c'est une association bretonno-arménienne, dont quelques membres sont ici aujourd'hui. Alors, je peux ajouter d'autres mots, à savoir que il n'y a pas très longtemps sur le télégramme, Alain Bouler parlait de la Pérouse en 1785, et il a dit, c'est écrit, qu'en 1785, des Arméniens résidaient à Bretagne, à Brest, et ils tenaient des cafés de Bonalois. C'est lui qui l'a écrit, c'est un historien. Par ailleurs, je voudrais également rappeler que la France a sauvé un certain nombre d'Arméniens en 1909. La flotte française en 1909 est allée sauver des Arméniens qui étaient pourchassés par les Turcs. Vous l'imaginez pourquoi. De même qu'en 1915, des bateaux de la Marine nationale ont sauvé 4000 Arméniens de la région de Moussadak, qu'on appelle Moussadak, c'est proche du golfe d'Alexandrette. Et donc, grâce à cette marine française, 4000 Arméniens ont pu être sauvés du génocide. Donc, il y a et parmi ces marins, parmi les bateaux, parmi les équipages de ces bateaux, il y avait 80% de Bretons. Merci. Et je dirais que vous faites un peu un retour, hein, et que d'une certaine façon, la meilleure rencontre, c'est justement votre visite, la poignée de main, le t-shirt que porte monsieur. Vraiment, c'est un amalgame. Véritablement, aujourd'hui, on se sent bien. Exactement. Tu commences par où? Alors, je vais vous proposer une visite, comme on dit aujourd'hui, une visite flash, parce que vu le temps qu'il nous reste, si on veut faire la conférence, il va falloir aller un petit peu vite. Donc on va faire un tour rapide de cette salle ici, puis descendre, ensuite voir un petit peu ce que Michel vous a expliqué, déjà dans les généralités, sur le passage de la voile au moteur, et puis l'exposition que l'on a actuellement sur les phares. Donc il y a un élément qu'on n'a pas évoqué encore, c'est le sauvetage en mer. Il y en a des choses à dire là-dessus, parce que c'est un des éléments du patrimoine très très fort ici, notamment lié au développement de la pêche. Donc on verra ça rapidement tout à l'heure. Et si vous avez l'occasion de passer sur le port pour visiter l'ancien abri du sauvetage, n'hésitez pas, parce que c'est un monument historique. Il vient d'être classé. Donc l'abri en lui-même a un système de mise à l'eau très particulier. Et le bateau qui est abrité, lui aussi a une très grosse histoire. Il a 50 ans cette année. Et c'est un monument de l'histoire du sauvetage en mer. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc on va commencer avec, dans l'ordre chronologique, avec l'histoire des sardiniers. Michel, vous évoquait tout à l'heure le petit port de Saint-Cado, très touristique aujourd'hui, mais c'est vrai que tout a commencé il y a assez longtemps quand même, mais surtout au 19e siècle, ça s'est bien développé.
Et donc on a eu une flottille très très importante ici dans la rivière d'Etel de chaloupes sardinières. Gravée sur certaines avec son matricule, avec une lettre devant le matricule. Et à partir de quelle année qu'ils ont fait ça? Ah bah ça c'est dans les années 30, hein, les bateaux avaient ça dans les années 30. Et maintenant il n'y a plus ça? Si, mais des sirènes, on appuie sur un bouton et puis donc l'air comprimé voilà, électrique qui fait sonner. Mais à l'époque, voilà, il fallait se signaler comme ça. Alors on en a ouvert une, vous faites le tour, hein, vous verrez les soufflets en cuir à l'intérieur et les matelas, les ressorts de matelas. Évidemment, ça se répercute loin le son là. Alors le son se répercute bien quand même sur l'eau. Ah ouais, sur l'eau. Oui, chaque ouais. Alors comme non, mais il y a des codes. Il y a des codes sonores quand même. Donc pour communiquer entre les bateaux, pour communiquer avec l'équipage, notamment sur les gros colliers, par exemple les caporniers, pour donner des ordres de manœuvre à l'équipage. Mais sur les tonniers, c'est plutôt pour se signaler aux autres. C'est particulier aussi là. Oui, donc là ce sont des... mécaniques, celle-ci, non? C'est le même principe, hein, mais sauf que c'est une... C'est la même chose, mais c'est pas la même. Voilà, bah, celle-ci elle fonctionne plus. Et peut-être plus récente parce que Elles sont... Ah ouais, un peu plus récentes. Voilà. Et après, on a mis les sirènes. Voilà, alors je vous propose de pas trop tarder parce que Michel Perrin doit faire une petite intervention quand même. On va descendre. Je suis là. Et Rémi, il va bien? Rémi, il est en train de tourner un film. Il tourne un film avec une maison de production. Il va t'embrasser. Et il me dit grâce à toi. Mais il me le dit, hein, que c'est grâce à toi. Mais c'est pas des trucs, oui. Histoire d'histoire, regarde les cartes à l'époque. Oui, mais attends, je vais te dire où je suis. Je lui dirai. Ah oui. Oui, les Oui, on va dire Olivier, donc il disait quelque chose à la loi. Voilà. Et les enfants participent, ils font des crèches, des dessins, voilà, c'est ça. Il y a des tableaux aussi. C'est pour ça que c'est vivant. Voilà. Et vous avez un phare ici, il n'y a pas de phare à Etel. C'est pour les enfants. Un tout petit feu, hein. C'est un petit peu. Voilà. Oui. On a vu Cordouan, là c'est fini, quel dommage, ces gardiens de phare. Il peint la manière de Pajot, il peint la manière. Ils sont avec le musée de la Marine. Ramine, le musée de la Marine. Celui-là, il est bien fait là-bas, hein. C'est imaginatif, regardez avec les yeux. Il est beau celui-là là-bas. Celui-là est avec les courants marins. Mais vous savez, Un écueil, c'est difficile. Donc c'est un phare mais qui n'est pas habité forcément. Il y a des phares habités et puis il y a simplement des balises. Il y avait les deux. Voilà, alors ici il y a une Comment il marchait tout tourelle ça particulière. À l'électricité. Il a fallu des gardiens au départ. Le service des phares et balises aussi qui entretenait tout ce C'était à patrimoine. l'électricité toujours? Alors non, au début, il y a plusieurs. Alors il y a eu l'huile de baleine, il y a eu... On faisait chauffer. Voilà, le gaz, il y a eu C'était pas dangereux. le carburant classique, et puis donc l'électricité aussi qui est venue derrière. C'est venu en quelle année? Oh bah, ça a évolué dans le temps, hein. Ça a évolué dans le temps, et aujourd'hui quasiment tous les phares sont automatisés. Mais ici on a eu une tourelle particulière qui s'appelle le phare des Bierfido, qui n'est pas habité non plus, pourtant le projet au départ était conçu pour un habitat. Finalement on a fait une tourelle. On a voulu faire des économies pour pas, voilà, pour pas le faire habiter, et en fait il s'est révélé que le projet était tellement dur à mettre en place qu'il a fallu 54 ans pour que du projet à l'éclairage ça se fasse, et c'est un record en France. C'est un record en France et c'est une des tourelles qui a coûté le plus cher, aussi cher que des phares reconnus comme le Quéréon ou le Créache dans le Finistère, qui ont fait beaucoup parler d'eux, parce qu'ils sont habités, ceux-là déjà, dans des conditions difficiles. Mais celui de Quiberon, entre Quiberon et Groix, là, a été vraiment un problème pour son érection.
Alors on a voulu parler de ça parce que le dernier ingénieur à avoir travaillé dessus était étellois. Donc on a récupéré des données et là-dessus on a conçu une exposition avec le phare des Birvido et puis on a associé des peintres, des anciens gardiens de phare qui sont eux-mêmes des artistes, notamment François Joas-Coutrel ici présent à travers les photos, qui lui s'est mis à peindre à la manière d'eux. Et c'est bluffant de voir qu'il est capable d'imiter les plus grands peintres. Donc il a sous cadre, ici dans l'autre pan de mur, là vous êtes passé devant, des petites illustrations qu'il a faites lui-même à la manière de Matisse, Vlaminck, Mathurin-Méheux, Paul-Émile Pajot, tous les peintres de la marine très reconnus ici en fait. Et à ça on a rajouté bien sûr l'histoire des bateaux étellois qui croisaient donc un certain nombre de phares sur la route qu'ils prenaient quand ils partaient dans les années 50-60 du côté de la mer d'Irlande. Donc il y a des histoires toujours particulières, on y a rajouté des anecdotes de marins assez sympathiques et puis donc on explique aussi un petit peu la technique des phares à travers certains panneaux. Donc voilà, ici, ça se prolonge dans la grande salle en bas avec du matériel, quelques lentilles qu'on a pu récupérer à faire des valises. Voilà, alors c'est complètement différent. Oui. Vous êtes marin aussi, vous? Non, moi je suis petit-fils de marin. Petit-fils de marin. Ah oui, jamais pris la mer. Ça, c'est la nouvelle génération. À part pour faire un petit peu de chimiste quand j'étais jeune, mais autrement. Voilà, donc ça coupe carrément avec la génération. Et là, le chemin de fer, c'est par rapport à la génération. Oui, Oui, effectivement. Alors le chemin de fer ici en fait il était la Trinité-sur-Mer. Il date de quand 1901 jusqu'à 1934. Et donc, ah oui, parce que comment dire, les autocars l'ont référencé très vite. Il parle du tramway là. Oui c'est ça, on appelait ça le petit train, le tramway. C'est ça qu'on a. Voilà. Parce qu'un tramway maintenant c'est différent, c'est vraiment un petit train à vapeur. Donc il faisait tel la Trinité-sur-Mer. Alors il transportait les premiers vacanciers, les usinières aussi qui travaillaient entre Quiberon et Tel, et puis un petit peu justement de marchandises entre la pêche fraîche et puis les conserves. Donc il partait du port, d'accord. Alors il partait d'Etel, oui. Du centre-ville d'Etel, il passait donc le long des dunes pour arriver jusqu'à Carnac et la Trinité. Ah d'accord. Voilà. Il faut la remplir. Il faut la remplir. Alors ça c'est le plateau des Birvido où était. Je vous parlais de la tourelle tout à l'heure des Birvido, c'est là, sur ce plateau-là, il y a beaucoup de naufrages aussi. Ouais, voilà. Et ça c'est les... Non, il n'a jamais été habité. Oui. Il fonctionne toujours. Alors le musée, on parle beaucoup du port, de la pêche, des conserveries. Et on a un patrimoine rural aussi, notamment la grande maquette qui se trouve là. C'est un village fluvio-maritime, comme on en trouvait beaucoup dans le secteur, installé sur des bras de mer de Ria, et qui associait moulin à vent et moulin à marée. Et donc il y avait beaucoup de marins qui habitaient dans ces villages-là, et ces marins devenaient en période hors pêche en fait des paysans. Ouais. Et à l'inverse, des paysans devenaient des marins quand on avait besoin de monde sur les bateaux. Et là c'est en bord. Donc il y avait beaucoup d'échanges. Ça c'est moulin à marée. Donc le moulin à marée ici, oui, à gauche, et puis donc associé souvent au moulin à vent un peu plus en hauteur bien sûr, et donc une vis créée autour de ces moulins avec des fermes. Le moulin il est pas dans Alors en fait, c'est plutôt dans une rivière et dans un bras de mer, voilà. Ah oui, donc on barrait l'eau et un bras de mer, et donc on avait un mélange d'eau salée et d'eau douce. Ça marche avec les marées, c'est ça l'avantage. Alors, celui-ci a fait de la farine et puis pendant la guerre aussi a fait un petit peu d'électricité pour alimenter le village.
Et les ancres, elles sont romaines, elles sont grecques, elles sont quoi? Alors, parce qu'elles sont en pierre, elles sont très vieilles. Oui, alors les ancres ici en fait sont réalisées à partir de meules, d'anciennes meules. Oui, oui, c'est des meules. Hein. Voilà, usées qui permettaient aux bateaux d'avoir des ancres à c'est prix. Moyen-Âge, elles sont Ça Moyen-Âge. Alors les moulins à marée très tôt, hein, 18e, 19e. Non, mais là, ce table. Ah. Les carrés sur la croix, c'est des Monsieur Mercedes.